Georges Vanout, vous avez été président de cette association pendant 38 ans et voici déjà 2 ans que l'on ne vous voit plus sur les écrans de La Pensée et les Hommes. Par contre, vous avez participé à un entretien avec Edmond Blatchen dans la série Des Noms de Dieu et on a également pu vous voir dans de nombreux débats sur les chaînes concurrentes. Alors on se dit que vous devenez une sorte de personnage mythique, ce qui convient d'ailleurs fort mal à un rationaliste. Je voudrais vous interroger aujourd'hui davantage sur les origines et l'histoire de La Pensée et les Hommes. Tout d'abord, Georges Vanout, au départ, s'agissait-il d'un titre d'émission ou d'association? C'était un titre d'émission. Et l'origine, c'est la RTB elle-même qui s'appelait en ce temps-là INR, Institut National de Radiodiffusion, et qui, vers les années 1955, s'est avisé que il y avait d'un côté des organisations catholiques, religieuses, qui produisaient des émissions de radio d'une manière tout à fait professionnelle, et que du côté laïque, il y avait simplement une petite conférence de 10 minutes de temps à autre, où un fonctionnaire de l'INR lui-même choisissait le conférencier. Alors, cette initiative très heureuse a amené à la création d'une commission consultative où l'INR a choisi des représentants de toutes les associations laïques actives existantes, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, l'extension de l'Université de Bruxelles, l'Association des professeurs de morale laïque et quelques autres encore, je ne pourrais pas tout citer. Et c'est ce petit groupe consultatif qui a été le démarrage uniquement en radio. Je dois surtout insister sur le rôle joué par une personne, Robert Hamed, qui fut véritablement la cheville ouvrière, l'inventeur de ce travail, et qui plus tard, avec moi, créa l'association ASBL, La Pensée et les Hommes. Et vous-même, comment apparaissez-vous? Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? Eh bien, moi, j'avais des fonctions professionnelles très importantes. En ce temps-là, j'étais enseignant et même plus tard préfet d'Athénée, mais j'avais un engagement laïque aussi. Et par ailleurs, par amour du théâtre, par amour de la radio, qui était un moyen d'expression important en ce temps-là, j'avais une carrière professionnelle. Je travaillais sous un pseudonyme, je m'appelais Jean Le Paillot, et c'est ainsi que j'ai d'ailleurs participé à toute la phase de création de la télévision par ailleurs. Donc, à ce moment-là, moi j'étais un professionnel dont on connaissait les convictions philosophiques, et mes amis se sont adressés à moi en me demandant si je ne pouvais pas m'occuper de diriger cette petite tribune de 10 minutes par semaine, ce que j'ai accepté. Et pour moi, ça a duré pratiquement 37-38 ans. Oui, mais tout ceci, c'est la radio. Et qu'en est-il pour la télévision? Eh bien, progressivement, forcément, d'abord les émissions de radio se sont amplifiées, de 10 minutes elles sont passées à 30, elles étaient beaucoup plus vivantes, plus animées, et quand la télévision a commencé, nous avons demandé à y être placés. Et dans cette télévision des toutes premières années, pour nous, ça a été un début en 56-57, nous avions des émissions en direct en ce temps-là, d'une demi-heure, et nous avons fait tout l'effort pour arriver à être à égalité avec des émissions religieuses. Et c'est la RTB elle-même qui, à son conseil d'administration en 61, a reconnu un droit égal d'accès aux médias à, d'une part, les émissions religieuses catholiques et d'autre part, les émissions d'humanisme laïque. Ce fait est assez exceptionnel parce que même aujourd'hui, cela n'est pas toujours reconnu dans d'autres pays, pourtant de fondation et d'inspiration laïque. Et la RTB, à ce moment-là, a innové. Il faut dire que nous étions là aussi pour le réclamer. Alors ces émissions de télévision ont continué avec les bonheurs et les malheurs que vous savez. Mais tout cela a beaucoup changé depuis 40 ans. On peut quand même dire qu'il y a eu une réelle évolution.
Est-ce qu'aujourd'hui, il vous reste encore quelques revendications non réalisées? Oui, il en reste un certain nombre, mais je voudrais d'abord parler de celles qui ont été réalisées. Hein, quand nous nous sommes installés, le public ne peut pas imaginer ce que c'était que l'état de la conscience publique en matière de morale. Tout était sous le faisceau d'une religion catholique qui régnait sur beaucoup de choses et qui imprégnait la vie publique de notre pays. Le serment en justice se prêtait au nom de la divinité. On devait dire ainsi m'aide Dieu, sans quoi le serment n'était pas valable. Les crucifix étaient dans les prétoires, ils étaient aussi dans les écoles. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'en matière de mentalité, quelle arriération nous bloquait dans toute une série de problèmes. Il n'était pas permis de parler de sexualité ou de faire de l'éducation sexuelle à l'école. La maîtrise de la natalité et l'emploi de contraceptifs n'était pas interdit, mais toute publicité, tout discours là-dessus était sanctionné par la loi. Ne parlons pas de l'interruption volontaire de grossesse, qui elle a fait un très long débat qui ne s'est terminé que aujourd'hui. Et même certains sujets ne pouvaient pas être abordés. Vous serez étonné si je vous dis que parler de l'origine de l'homme, l'origine anthropologique, la paléontologie, c'était pas permis, ça ne se concevait pas. Pourquoi ? Parce que c'était pas tout à fait ainsi que la Genèse le racontait dans la Bible. Que parler de l'aspect social de Jésus et de son rôle éventuellement historique et social hors des évangiles était un sujet tabou, interdit. Moi, j'ai été traité de blasphémateur par la conférence des évêques de Belgique un jour où j'avais abordé ce sujet-là. Donc nous étions dans un état de pauvreté, d'indigence dans la communication publique la plus large, et cela était peut-être une de mes motivations les plus fortes pour entrer dans l'arène. Maintenant, à côté de ça, vous m'avez posé la question, et aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est merveilleux comme on a évolué. Et moi, je suis très optimiste quand je vois comment, en 40 ans, les mentalités ont pu changer. Et nous avons un témoignage tout récent, à partir de la dernière visite du pape. Eh bien, la manière dont il a été accompagné par les médias, qui ont donné la parole très naturellement aux catholiques, mais aussi aux laïcs, aussi à ceux qui avaient beaucoup de réticence à propos de cette visite, eh bien ça, je trouve que c'est un modèle de l'évolution. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul plan, un seul regard sur les événements, il y en a plusieurs et qui peuvent être contradictoires et qui doivent être confrontés. Ça, c'est un très grand progrès. Moi, quant au progrès qu'il resterait à faire, moi, actuellement, je vois surtout une séparation plus marquée de l'Église et de l'État. Je ne vous cache pas que pour moi, et pour beaucoup de laïcs, la manière dont la famille royale apparaît dans l'affirmation de sa foi religieuse, ce qui est son droit, mais mêle continuellement la chose publique à la foi personnelle, me gêne. Je ne vois pas pourquoi le serment du roi devant le Parlement doit donner la prééminence sur tout le monde au nonce du pape et au cardinal de Belgique. Pour moi, ce sont des citoyens comme d'autres, et leur place, c'est parmi leurs congénères, c'est-à-dire le cardinal parmi les représentants des convictions philosophiques, le nonce parmi les ambassadeurs, et sans place privilégiée. C'est peu de choses, hein. Mais c'est choquant parce que ça montre que ce principe n'est pas encore vécu dans les faits. Je peux ajouter que de grands débats s'annoncent. Nous savons très bien que nous allons vers un débat public sur le droit de mourir dans la dignité. Il faudra que ce débat puisse se faire librement
entre les mandataires publics qui sont chargés de le faire et non pas sur les injonctions fulminatoires du pape des catholiques. Le pape des catholiques peut parler aux catholiques, mais il ne peut pas parler à la Belgique, dont les laïcs sont quand même. Alors, je crois qu'il y a encore ainsi une façon de se rendre compte et d'accepter cette séparation d'Église et d'État et de mettre la laïcité dans le pays, cette fois, sur pied d'égalité avec les autres, exactement comme ici, à la RTB, elle se trouve sur pied d'égalité avec ses confrères catholiques. Sur tout ce qu'on vient de dire, Georges Vanout, vous avez peut-être une petite anecdote à nous raconter, très brève, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je choisirais... Quelle est celle qui vous a le plus marqué? Mais, ceci, c'est qu'au début, des gens m'écrivaient et m'appelaient mon père. Pourquoi? Parce que je parlais du bien, du mal, de la vertu, d'une série de problèmes, et que dans leur esprit, j'étais donc nécessairement un prêtre, puisque je parlais de ça. C'est aussi une de mes amies, Martin de Meulebrook, qui a souvent collaboré ici à la Pensée des Hommes, et qui, discutant avec son marchand de journaux, entendait ceci: mais Vanout, c'est un catholique. Pourquoi croyez-vous ça? Mais il parle toujours du bien. Il y a 2 ans, vous enregistriez la petite histoire des 5 indicatifs de la pensée et les hommes pour la télévision. Cet enregistrement, que nos téléspectateurs vont voir à présent, contient des images qui remontent à 1957. Images qui rappelleront à certains des souvenirs et qui en créeront à d'autres. Notre association, La Pensée des Hommes, compte environ 36 années d'âge. 36 ans et 5 indicatifs visuels pour se présenter devant le public. Environ un indicatif tous les 9 ans, et puisque celui que vous venez de voir est sorti en novembre 1992. Changer d'indicatif, pour quelle raison? Parce qu'on les a trop vus, parce que le style, la technique se trouvent totalement dépassés, parce qu'ils vieillissent, comme nous tous. Nous avons donc imaginé remonter le temps dans l'histoire de ces indicatifs en commençant par l'actuel, celui qui vient d'être projeté. 2 images sont à l'origine, 2 images que nous avions déjà choisies il y a 25 ans, lors de circonstances dramatiques et douloureuses. Vous vous souvenez, ou vous avez entendu parler, de l'épouvantable incendie des magasins d'innovation, quelques 250 victimes. La suite fut un révélateur pour la communauté laïque. En effet, les funérailles rassemblèrent tous les corps de victimes en une cérémonie commune à la basilique de Kuckelberg, cérémonie qu'on célébrait selon les rites de la religion catholique, des religions protestantes et de la religion juive. Or, parmi les victimes, nous comptions des amis et amies très proches, femmes et hommes probes et libres, et qui jamais n'auraient accepté de rituels religieux pour eux-mêmes. Nous avons demandé alors que quelques paroles puissent être exprimées par des laïcs, en dehors de toute invocation à une divinité particulière. Nous l'avons demandé, mais en vain. En ce temps-là, même lorsqu'ils se disaient pluralistes et tolérants, les enfants d'Abraham ne reconnaissaient pas pour autant tous les enfants d'Adam. L'événement toucha profondément la sensibilité laïque. Il fut à l'origine d'une prise de conscience qui déboucha plus tard sur un regroupement dans le Centre d'action laïque. Et curieusement, c'est ici, à la Pensée des Hommes, devant ces mêmes caméras et dites par le même personnage, moi en l'occurrence, que les paroles d'adieu aux victimes, d'affection aux familles, allaient être prononcées. Il fallait alors quelques images symboliques et nous les avons choisies à partir de ce tout petit objet, celui-ci précisément que je vous montre. Il s'agit d'une pièce de monnaie très ancienne, un tétradrachme d'argent, monnaie de la cité d'Athènes. Il date de 4 siècles avant l'ère chrétienne. Sur l'une des faces se trouve le visage de la déesse Athéna, celle qui donne son nom à la cité d'Athènes. Elle est la déesse de la sagesse, de la raison.
Elle inspire la réflexion philosophique de la pensée grecque qui, plus que tout autre, fournit ses bases à la culture européenne. Et dans notre indicatif, elle est comme une lumière dans la nuit. Pourquoi vous, laïcs, avez-vous choisi une image de divinité ? Parce que comme plus personne ne croit encore à la réalité divine d'Athéna, elle est devenue un symbole qui, contrairement aux religions, n'oppose plus les hommes puisqu'il laisse à chacun la liberté de l'interpréter. Et sur l'autre face, la chouette, l'oiseau d'Athéna. Elle était, elle est toujours symbole de vigilance et de réflexion. Mais déjà chez les Grecs, pourquoi une chouette ? Parce qu'elle garde les yeux ouverts dans les ténèbres. Et sur le tétradrachme athénien, ses yeux grands ouverts se présentent comme des miroirs. Et regardez attentivement, à gauche, entre l'oiseau et les deux feuilles d'olivier avec leurs fruits, on distingue un petit croissant de lune, pour que nous sachions bien que tout ceci se passe dans la nuit. La chouette a toujours été présente dans le symbolisme imaginé par l'homme. Il y a 5 siècles, chez nos propres peintres, elle représentait l'hérésie. Et pour se refléter dans l'œil de cette chouette, la nôtre, aujourd'hui, comme dans un miroir, la foule de ceux qui cherchent des réponses. Et nous avons choisi une photo datant de 1937, foule d'ouvriers du Front populaire écoutant un orateur. Revoyez donc ce dernier indicatif pour lequel nous devons de chaleureux remerciements à l'RTBF elle-même, et plus particulièrement au service imagique, à la Confédération laïque de l'audiovisuel. Signalons que la musique est de Mozart et qu'elle termine le premier acte de la flûte enchantée. L'indicatif précédent, beaucoup plus austère, nous avait fidèlement servi durant 7 années. L'œil qui a fourni cette base d'image est très célèbre. Il a été dessiné par Nicolas Ledoux, un architecte visionnaire, utopiste du XVIIIe siècle et qui a construit, entre autres, les très célèbres salines de Chaux, qui existent toujours et se trouvent classées et protégées dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Une usine idéale, utopique, mais effectivement construite, et dont les bâtiments sont comme des temples. La musique est également de Mozart. Ce sont les 3 accords qui, dans l'ouverture de la flûte enchantée, symbolisent la franc-maçonnerie à laquelle Mozart avait adhéré. On nous a reproché l'austérité de cet indicatif. Son principal mérite était de ne rien avoir coûté, car malheureusement, les problèmes financiers sont pour nous trop souvent préoccupants. Ne l'oubliez pas, nous ne sommes pas la RTBF, mais une association privée, extérieure, une association qui a mission de représenter la communauté laïque au cours de 26 émissions annuelles de télévision sur Télé 21, de 26 éditoriaux de télévision sur RTBF1, de 52 émissions de radio sur le premier programme, de 52 émissions de radio intitulées « Penser c'est vivre » sur Radio 3, sans compter nos 3 dossiers annuels de quelques 150 pages chacun, et cela depuis plus de 36 ans. L'indicatif de l'œil en suivait un autre, très narratif, et qui nous a servi durant 7 ans. Ce qu'il raconte, c'est toute une histoire. Au début, le chaos. La terre se sépare du ciel, et comme il est dit dans la Genèse, les astres apparaissent comme des luminaires. Et ces astres deviennent des signes religieux. Mais comme il y a beaucoup d'hommes, il y a aussi beaucoup de religions, et avec le temps, les hommes remplaceront les images illusoires, et la flamme, la raison, reviendra parmi les hommes. La musique, une fois encore, provenait de la flûte enchantée de Mozart. C'est notre ami Jacques Van Houellebecq qui avait dessiné et filmé
cette histoire volontairement naïve. La dernière image évoquait bien entendu le logo du Centre d'action laïque, le CAL, dont la fondation en ce temps-là était récente et qui a pour mission de représenter les laïcs et de coordonner leurs actions dans chacune de nos deux communautés. L'indicatif précédent, introduit en 1969, nous a fait pénétrer dans les temps héroïques de la télévision en noir et blanc. Mais à son époque, il représentait quand même une très grande prouesse technique. Le symbolisme en est clair, les œuvres de l'homme, représentées par des mains, mains qui écrivent, qui ensemencent, mains qui se serrent, qui taillent, qui protègent. Et finalement, c'est l'homme lui-même, l'homme de raison, l'homme mesure de l'univers tel que Léonard de Vinci l'a dessiné, qui vient donner leur sens aux travaux dispersés. Également réalisé par Jacques Van de Lebeek, la musique, qui cette fois était de Ralph Darbo, associe de particulier. Les phrases sont en ton mineur, comme autant de questions. Mais c'est un accord majeur qui conclut. Et ceci nous ramène au tout premier indicatif, celui qui est apparu très héroïquement sur votre écran en 1956. Pourquoi héroïquement? Parce que jusqu'alors, jamais la laïcité n'avait trouvé un moyen d'expression aussi important. Et du reste, elle ne l'a pas toujours obtenu dans la plupart des autres pays d'Europe. Parce qu'en 1956, en Belgique, où le public recevait 3 ou 4 chaînes au plus, il devenait enfin possible de présenter la laïcité autrement que dans les images mensongères exploitées par ses adversaires, de formuler des revendications jamais écoutées autrefois, aujourd'hui satisfaites pour une très grande part. Parce que, pour le public, jadis prisonnier de ses journaux traditionnels, de son entourage social, de son environnement, il devenait possible d'écouter des voix et des messages autres que ceux du conformisme paroissial. Autre héroïsme, celui des moyens artisanaux de la toute première télévision, un bricolage de carton, de colle, de ficelle, le matériau technique de base en ce temps-là. L'indicatif fut également réalisé par Jacques Van Lebeek, merci Jacques. La musique que nous utilisons encore en radio premier programme est de Mozart, un extrait de Thamos, le sujet. La pensée et les hommes. Une émission de philosophie et de morale laïque. Et voilà,
brièvement simplifier notre histoire de 36 ans au travers de 5 indicatifs. Et pour conclure, 2 textes. À peu près lors de la fondation de la pensée des hommes, dans un oratorio dramatique, j'avais écrit ceci. Du néant dont j'émerge au néant où je fuis, en cet instant de lumière, ma vie, parviendrai-je à graver un message? C'est à vous de répondre à ma question. Mais ma réponse à moi pour aujourd'hui vous semblera peut-être un peu désabusée. C'est un bref poème. Le voici en témoignage final. Genèse. Au commencement de tous les commencements régnait l'ordre et vibrait la lumière. Il n'y avait point de chaos et l'Esprit Saint oiseau planait sur l'univers. Le grand hibou ulule que les ténèbres soient. Et les ténèbres sont, et aussi le chaos. Le grand hibou cligne de l'œil et paraît le soleil ou la lune ou l'étoile. Le grand hibou trouve cela très bon. Il est celui qui sait qu'il n'y a d'univers qu'au fond de son regard et que l'ordre des choses est son rêve d'oiseau.